Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, vous êtes nombreux déjà à nous saluer, à être présents sur le live LinkedIn. On vous remercie. On vous remercie d'être là aujourd'hui pour assister à ce 3e live organisé par l'AFT, organisme hyper spécialisé dans le développement et la promotion de l'emploi dans le transport et la logistique, créé il y a 65 ans. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là pour les 2 précédents. Donc sur cette 3e édition, après avoir évoqué les femmes dans le secteur du transport et la logistique, la marque employeur, on va s'intéresser au handicap et à sa place dans notre secteur. Et pour évoquer cette thématique, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui 5 intervenants qui, chacun à leur niveau, ont à cœur d'expliquer, d'informer sur des outils, des conseils aux entreprises, mais aussi sur les métiers et les spécificités liées au handicap dans le transport et la logistique. Donc, on accueille Samia Bellari-Trahin. Vous êtes responsable ergonomie QVT et maintien dans l'emploi et gestion du handicap chez GXO Logistics. Ouais, bonjour. On accueille Émilie Boulin. Donc, vous êtes responsable prévention, sécurité et santé au sein de l'AFT. Bonjour Lorraine. Laurent Potier, vous êtes chargé de mission au sein de l'AGFIP, association ayant pour mission de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap dans les entreprises privées et en milieu ordinaire de travail. Bonjour Lorraine. Pierre-Olivier Commun, vous êtes directeur adjoint service aux employeurs chez Cap Emploi et initiateur d'un projet dont on parlera en détail. Absolument, ravi d'être parmi vous. Bonjour. Et Valérie Dequin, que l'on ne présente plus, déléguée générale de l'AFT. Bonjour Lorraine. Alors Valérie, comme d'habitude, c'est vous qui allez ouvrir le bal en préambule. Est-ce que vous pourriez nous dresser un rapide état des lieux de la situation des personnes en situation de handicap dans le secteur du transport et de la logistique ? Oui, bien sûr, merci. Bonjour à tous. Et merci Lorraine d'animer ce 3e live pour nous. Alors, déjà, un petit rappel réglementaire parce que c'est important, mais Laurent Potier complétera, c'est vraiment lui le spécialiste. Alors, on sait qu'en France, les entreprises de 20 salariés et plus ont l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés qu'on appelle OETH. Bien. Cette obligation est à hauteur de 6% et les entreprises qui n'atteignent pas ce chiffre ont une obligation de contribuer financièrement pour qu'ils répondent à leur obligation. Alors, comment on répond à cette obligation de façon différenciée? Ça peut être l'emploi direct de personnes en situation de handicap. Ça peut être également l'achat de produits, de services auprès d'un ESAT. Ça peut être également la possibilité pour les entreprises les plus importantes de créer et de conclure un accord agréé qui va mettre en place un plan triennal, un programme triennal permettant de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, ou alors, dans certaines limites, la possibilité de déduire certaines dépenses en faisant des actions de formation, des actions de sensibilisation, etc., etc. Alors, au sein de l'AFT, nous avons un rapport, le rapport OPTL, qui est produit par les collaborateurs de l'AFT, sous l'égide, bien sûr, des partenaires sociaux. Et en 2021, pour la première fois, grâce à l'AGFIP, eh bien, nous avons pu bénéficier des chiffres du secteur. Alors, que disent ces chiffres? Déjà, 72% des entreprises du secteur transport logistique emploient des personnes en situation de handicap. Alors, en fonction des secteurs d'activité, il y a des disparités. Je dirais le taux le plus élevé d'emploi, on le retrouve dans le transport de voyageurs avec 91%, et le taux le plus bas dans le secteur du déménagement. Et si on prend dans sa globalité le nombre de personnes en situation de handicap employées au sein de la branche, c'est à peu près 17 500 bénéficiaires. Très bien. Alors, Laurent, comment est-ce qu'on peut participer à rendre finalement cet écosystème plus inclusif par rapport aux chiffres que vient de nous énoncer Valérie ? Alors c'est vrai qu'on repart de la loi de 2005 qui va parler de la participation sociale des personnes handicapées, et pour rendre ce monde inclusif, il faut vraiment transformer l'écosystème. C'est-à-dire que pour qu'une personne puisse conduire par exemple un véhicule, il faut regarder la réglementation, la sécurité, il faut regarder aussi l'orientation pour que les personnes aient la possibilité de savoir comment on compense le handicap pendant l'orientation, mais aussi pendant la formation. Quels sont les outils que je peux bénéficier pendant ma formation? Et puis, bien sûr, dans l'emploi, puisque l'emploi, c'est une équipe avec les équipes de l'entreprise, mais aussi le médecin de santé au travail, qui vont nous dire comment on peut maintenir ou inclure une personne dans l'emploi.
Alors, l'idée de ce live, c'est vraiment de faire le bilan sur toutes les choses qui ont été faites, qui peuvent être inspirantes et puis être dans le concret. Alors oui, Samia, je me tourne vers vous parce que justement, pour évoquer ce travail concret des entreprises et de l'AFT, l'idée c'était que Samia, vous puissiez nous détailler la façon dont l'AFT a accompagné GXO Logistique sur cette thématique et revenir sur les actions qui ont été mises en place dans l'entreprise. Ouais, l'année 2022-2023 a été une année un peu charnière pour GXO parce que effectivement, on n'avait plus d'accord sur le handicap depuis 2019. GXO, c'est 10 000 salariés en comptant les intérimaires sur le territoire français, 60 sites et entrepôts logistiques. Et donc, depuis 2019, il n'y avait plus d'accord dans l'entreprise. Donc, entre 2022 et 2023, il a fallu recréer une nouvelle politique. Et donc, créer une politique autour du handicap et du maintien dans l'emploi, ça a été d'abord de s'orienter vers des acteurs du handicap qui allaient pouvoir nous aider et nous orienter. Et c'est comme ça que, voilà, la rencontre avec Émilie a été intéressante, importante pour GXO parce que d'abord, c'était une jolie rencontre entre des ergonomes. Voilà, psychologue du travail et ergonome. Effectivement, oui. Et puis ensuite, ça a été l'opportunité pour moi, pour l'entreprise, de pouvoir identifier les principaux acteurs du secteur. L'AFT, l'AFTRAL, la GFIP, évidemment. Laurent nous accompagne aujourd'hui quasi au quotidien vers la création d'une convention de partenariat. Et donc, ça a été l'un des premiers axes de travail, de s'entourer des acteurs clés du handicap. Et puis ensuite, il a fallu créer un réseau de relais handicap dans l'entreprise. Il y avait pas de relais en 2021-2022 sur le sujet. Donc, des personnes volontaires se sont se sont manifestés dans l'entreprise sur chacun des sites et ils travaillent aujourd'hui en binôme. Ils ont été d'abord formés avec un partenaire autour de la cuisine et du handicap, donc chouette formation. Et puis ensuite, il a fallu créer des outils pour animer, piloter ce réseau. Alors, créer des outils, c'est d'abord le handi-quiz dont on parlera peut-être aussi tout à l'heure. Un jeu de cartes, ça a été la création de webinaires en interne pour sensibiliser, pour lever les idées reçues, pour lever un certain nombre de stéréotypes et d'idées préconçues qui résistent finalement, qui est de dire la logistique ce sont des travails difficiles, souvent pénibles. Le handicap c'est pas compatible avec la logistique et ça c'est complètement faux. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, encore dans notre entreprise, on a 400 personnes en situation de handicap que l'on accompagne et que l'on essaye de maintenir en emploi. Voilà, on a fait un certain nombre d'ateliers, encore pour la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On a, cette année en novembre, créé un certain nombre d'ateliers. Donc, tout ce réseau de relais handicap qui travaille généralement en binôme avec les relais handicap et les RH sur les sites font vivre cette politique, qui est une politique très volontariste, puisque nous, on est au-dessus des 6% et on avait vraiment envie de s'engager et de promouvoir l'employabilité de notre personnel. Comment vous avez travaillé concrètement au quotidien avec Émilie? Comment ça se passe en fait? Déjà, c'est vrai qu'on échange beaucoup sur finalement comment amener les interlocuteurs dans l'entreprise à évoluer dans les idées qu'ils peuvent avoir, sur les moyens dont ils peuvent s'équiper pour gérer des situation très opérationnelle. On part vraiment du terrain, de questions très pratico-pratiques que se posent les relais handicap ou les RH. Et en brainstormant toutes les deux, avec aussi nos retours d'expérience respectifs, c'est de se dire concrètement, quand on a les mains dans le cambouis, si je puis dire, comment on fait pour traiter telle question, que ce soit même sur la relation avec l'équipe de la personne en situation de handicap, que ce soit avec les managers, ou même sur la mise en œuvre de solutions avec des personnes en charge des achats. C'est bien aussi tous les partenaires dans l'entreprise qui doivent être mobilisés. Et c'est sur ça vraiment qu'on essaie de faire bouger un peu les lignes, de travailler en équipe. Oui, il y a eu les ateliers Vie ma vie. On est même parfois peut-être sur l'ordre du ludique pour. On est même. Ouais, alors je pense qu'on s'est bien trouvés toutes les deux sur ce sujet-là et sur ce terrain-là, parce que effectivement, on a construit le jeu de cartes, on a construit. L'objectif c'était de se dire comment est-ce qu'on fait passer les messages un peu autrement, comment est-ce qu'on rend
à la fois pédagogique, mais aussi effectivement ludique, le sujet, qui est un sujet peut-être un peu triste comme ça de prime abord. Et on s'est dit, mais non, il faut qu'on le démystifie, il faut qu'on réussisse à vulgariser un certain nombre de concepts. Et puis, il faut rendre le sujet suffisamment attractif pour que nos relais handicap puissent le porter et que nos dirigeants s'en saisissent aussi pour faire avancer les choses. On reviendra sur certains détails de ce projet. On a un second projet sur lequel on aimerait échanger, c'est le projet Conduite TH au féminin. Et ça, c'est un peu votre bébé, Pierre-Olivier. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse du projet et la teneur, surtout, de cette initiative-là ? Avec grand plaisir. Si vous me le permettez, en préambule, juste pour repréciser qu'est-ce que Cap Emploi, qu'est-ce que le réseau, parce que c'est pas forcément très connu. On est le 3e acteur du service public de l'emploi, au même titre que Pôle Emploi et que les missions locales pour les jeunes. Cap Emploi est un réseau national avec des déclinaisons dans chacun des départements où on accompagne en proximité les demandeurs d'emploi en situation de handicap et les entreprises. Fort de ce constat, on a fait quelques analyses. Bon, ça, on le sait. Il y a un taux de chômage des personnes en situation de handicap qui est quasi 2 fois supérieur à celui du tout public. Alors, certes, il y a eu une embellie ces dernières années avec la reprise économique, mais il n'en demeure pas moins un gros décalage entre les taux de chômage pour les personnes en situation de handicap. Et on a constaté également sur notre territoire, donc des Landes et du Pays Basque, une surreprésentation du public féminin en situation de handicap par rapport à d'autres territoires. En miroir de ce premier constat, on a constaté, on a entendu, on a vu et on a échangé avec les employeurs en local qui nous exprimaient des besoins en recrutement de plus en plus forts. Or, lorsqu'on regardait les projets professionnels qui étaient validés par les femmes qu'on accompagnait, dans le top 10, il n'y avait aucun projet qui allait vers le secteur du transport et de la logistique. Or, on le sait, on est tous là convaincus évidemment ce matin, que les métiers sont adaptés et compatibles avec ce public. D'où la naissance de ce projet, Conduite TH, Conduite au féminin, qui avait donc comme double objectif, triple objectif, même soyons ambitieux. Le premier, c'était d'accroître le nombre de femmes en situation de handicap dans les métiers du transport et de la logistique. Le second objectif, c'est d'ailleurs de continuer ou de favoriser l'évolution des mentalités chez les employeurs. Oui, c'est possible de recruter une personne en situation de handicap, qui plus est une femme. Deuxième, donc, c'est de faire évoluer la représentation des femmes vers les métiers des transports et de la logistique, parce qu'elles ne s'y dirigent pas spontanément. Et le troisième, qui est peut-être souterrain en ce qui nous concerne, c'est de faire évoluer les représentations aussi des conseillers qui accompagnent les femmes en situation de handicap pour qu'ils leur proposent, qu'ils ouvrent le périmètre d'opportunités. Donc le projet, en fait, il a consisté, avec tous ces objectifs, de favoriser les immersions, la rencontre et de faire tomber les représentations, les tabous, détabouisons ensemble, à la fois la représentation sur les métiers, mais aussi sur le handicap. Donc la teneur du projet, ça c'était un petit peu le constat, la genèse. Donc ça a été par l'intermédiaire de parcours immersifs de découverte. On est sur un petit territoire rural, enfin non pas rural, mais un petit territoire de France. Donc on a eu des positionnements de femmes qui ont été envoyées là par leurs conseillers, ou on leur a proposé en tout cas. Donc 76 femmes qui ont au moins eu une première couche de vernis sur qu'est-ce que c'est le secteur du transport et de la logistique. Et après, 34 femmes se sont lancées dans l'aventure avec nous de ces parcours immersifs. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur les premiers résultats qui sont plutôt intéressants et vraiment favorables en termes de transformation. On est allé également chercher des entreprises qui se sont largement mobilisées, puisqu'on recense 13 entreprises qui ont été partenaires, qui se sont très largement impliquées, qui ont ouvert leurs portes pour venir faire découvrir leur métier, qui ont accueilli des femmes en stage. On a eu donc 13 périodes d'immersion qui ont été recensées. Ça représente quasiment 400 heures quand même, qui ne seraient pas produites. On a eu des visites d'entreprises, on a eu des visites de centres de formation qui se sont déroulées sur des périodes assez courtes, de 2 à 3 mois de parcours. Voilà, en gros, peut-être vous repréciser là aussi, c'est important pour faire tomber les représentations, le profil type de ces personnes, et puis on pourra in fine partager avec vous les quelques conclusions et les chiffres saillants. Premier chiffre, peut-être 50% des femmes ont plus de 50 ans. Donc elles se reconvertissent. On est sur des niveaux d'études à niveau bac et infra-bac. Donc, quand on fait ce portrait-là, on part finalement avec des difficultés, puisqu'on rajoute l'état de santé. Il y a une situation de handicap avérée et reconnue, mais on y reviendra en conclusion. Les employeurs, ça leur fait pas peur s'ils sont accompagnés, rassurés. Et alors,
en parlant d'accompagnement, comment est-ce que justement l'AFT vous a accompagné sur ce projet-là? Alors l'AFT, j'en profite pour saluer Nathalie Ponce, qui est notre interlocutrice. Allez-y, elle est là. Voilà, il y a beaucoup de caméras, qui nous a vraiment accompagnés. Et je vais aussi profiter pour remettre en lumière aussi tout notre écosystème en local. Ce projet, il est né et il se passe bien aussi avec les forces vives, les opérationnels. Donc il y a évidemment Nathalie pour l'AFT, mais on a aussi vos homologues de l'OTRE qui se sont impliqués et les services de l'État également qui ont pu nous permettre à ce projet de vivre. Donc voilà, ça c'est fait, mais c'était les petits remerciements. Ouais, exactement. L'AFT, ça a été beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de coordination. Vous avez su aller mobiliser les entreprises, leur expliquer avec nous comment ça allait se passer. Il y a eu un vrai rôle d'identification, d'implication, d'expertise aussi, de venir présenter le secteur d'activité, les outils, et ils sont riches, qui existent. Donc le rôle de l'AFT a été central en termes d'impulsion, de dynamique et de mobilisation de son réseau. Eh ben, on reviendra justement sur les résultats. J'ai fait du teasing. Ouais, bah oui, oui, on a très envie, mais du coup, du coup, on parle d'intégration de personnes en situation de handicap dans le secteur. C'est tout l'objet de notre live. Mais pour ça, il faut qu'on parle aussi de pratiques professionnelles, de la capacité aussi des prescripteurs, des entreprises à réinterroger ces pratiques. Laurent, au sein de la GFIP, cette notion de parcours, elle est au cœur de votre réflexion. Comment ça se matérialise ? Ouais, complètement. Faut savoir quand on va vers les métiers de la conduite, qui représentent 70% des métiers des salariés de la branche, il faut savoir que d'abord, vous allez rencontrer un médecin agréé de la préfecture, qui ensuite, une fois que vous avez votre avis favorable, vous passez en centre de formation et ensuite vous êtes en emploi. Pour une personne en situation de handicap, ça devient plus compliqué, puisque le médecin agréé de la préfecture va regarder l'arrêté, qui notamment la classe du groupe lourd, où il y a 6 classes, et en fonction du handicap ou de la pathologie, il va pouvoir mettre une incompatibilité, mais ça s'arrête là pour l'instant. Ensuite, vous devez aller voir l'inspecteur de la sécurité routière, qui va poser des compensations pour la formation. Ensuite, vous rentrez en formation. Et là aussi, l'inspecteur va être présent avant le démarrage de la formation pour voir si les compensations ont été bien installées. Et ensuite, vous allez en formation. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait que la personne en situation de handicap qui rencontrait tous les acteurs. Les acteurs entre eux ne se parlaient pas, c'est-à-dire les acteurs du soin, les acteurs de la formation, les acteurs de l'emploi, les acteurs du handicap. Personne ne se parlait. Et c'est pour ça qu'on a créé une prestation d'évaluation des capacités fonctionnelles, la PECF, avec la FNTR en Bretagne, qui a initié l'AFTRAL aussi, l'AFT, qui était présente. L'idée, c'était de se dire, on va avoir un passeport pour que la personne puisse savoir comment se projeter sur les prochaines étapes que je viens de vous énumérer. Donc, le médecin agréé, on a fait d'ailleurs modifier la réglementation, puisqu'il faut savoir que cette prestation a permis aux personnes sourdes, profondes ou sévères de pouvoir maintenant conduire, à condition qu'il y ait une évaluation comme la PECF. Et les personnes qui ont un handicap de membre supérieur, une amputation, un plexus brachial, eh bien, là aussi, c'est devenu compatible grâce à la PECF. Alors, c'est quoi la PECF ? Vous passez une demi-journée dans un centre AFTRAL, qui est notre partenaire, et donc, vous allez passer sur un simulateur de conduite. Donc, on va vérifier dans un premier temps les capacités à la conduite. Ça veut dire quoi ? Eh bien, sur un simulateur de conduite, sous le regard croisé d'un ergonome, un ergothérapeute et un formateur qui connaît bien le référentiel de formation, on va vous faire des exercices. On va regarder un peu les temps de réaction, on va vous faire conduire par temps de pluie, par temps de glace. On va regarder s'il y a besoin d'aménagement, parce que s'il n'y a pas besoin, on ne met pas d'aménagement. Mais s'il y a vraiment besoin d'aménagement, on va pouvoir mettre une boule au volant, on va pouvoir mettre un inverseur de pédale pour celui qui n'a pas l'usage du pied droit. Et ensuite, on va passer aussi sur un deuxième plateau technique, là sur les véritables véhicules. Donc ça peut être sur un porteur, donc on va regarder les 3 points de sécurité pour monter dans le véhicule. Est-ce qu'il faut des marches décalées pour arriver, l'assise au poste, mais on va s'intéresser aussi aux tâches annexes,
que va regarder le médecin de santé au travail. Vous voyez, on a le médecin agréé de la préfecture, mais aussi on a le médecin de santé au travail qui doit donner son avis. Donc, toutes les tâches annexes, ça va être quoi? Débâcher, bâcher, charger, décharger. Et puis, on termine ce bilan-là par un entretien pour que la personne puisse savoir, en fonction des préconisations qui ont été faites, vers quel centre de formation le plus proche de chez elle puisse se diriger. Alors j'oublie aussi un acteur important qui est le médecin de rééducation et de réadaptation. Il est important pour nous d'avoir un regard médical sur cette prestation, puisque si le médecin de santé au travail ou le médecin agréé souhaite parler de notions médicales auxquelles nous n'avons pas accès, eh bien c'est une sécurité pour tout le monde. Donc ça, c'est important. Alors, comment ça réinterroge les pratiques? Donc, je l'ai dit, modification de l'arrêté. On va regarder aussi, on a des référentiels de formation à modifier. Vous ne pouvez pas aller sur un titre professionnel si vous ne pouvez pas charger et décharger un camion. Donc ça, c'est pas normal. Donc, il faut pouvoir modifier ce référentiel et c'est tout l'enjeu de 2024 avec la branche professionnelle. Et on parle d'innovation sociale parce que la PECF est une innovation sociale, mais aussi c'est une innovation technologique. Pourquoi? Parce que ce qui a révolutionné l'accès à l'emploi des personnes handicapées, c'est les boîtes robotisées. En 2005-2006, on va voir les premiers camions en boîte auto. Donc c'est accessible à tout le monde, y compris pour les personnes handicapées. Donc là, ça va dans le sens où ça profite aux personnes en handicap. Mais à l'inverse, on a des compensations, comme je vous disais, les marches décalées. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre porte, les marches se déplient pour pouvoir monter aisément dans le véhicule. Et c'est vrai, quand on parle des accidents de travail, montée et descente du véhicule, je crois que ça représente à peu près 22%. Donc là, on évite à la personne de sauter de son véhicule. Donc ça, c'est important. Et il y a 2 prochaines innovations. Enfin, déjà une qui est déjà en œuvre, c'est la plateforme accessible pour les personnes paraplégiques, puisque on a démarré il y a quelques années l'accessibilité pour les personnes paraplégiques et cette semaine, on a signé le 3e contrat de travail pour une personne paraplégique avec les transports Carpentier. Et pour les personnes sourdes et profondes et sévères, on a avec PIMAS, qui est une entreprise qui a travaillé sur un outil qui permet une interface pendant la formation entre le formateur et le conducteur grâce à un écran et des icônes qui vont transcrire le langage. Mais c'est un outil aussi de prévention pour la personne qui conduit, parce que cet outil pourra détecter si on a une ambulance qui vient sur sa droite. Donc il y aura un petit icône devant l'écran qui pourra alerter la personne ou un camion de pompier. Donc voilà, on est sur des innovations technologiques, des innovations sociales. Pardon. Du coup, toutes ces innovations, il y a de la veille, il y a un centre de ressources avec l'AFT. Voilà. Alors c'est notre objectif de 2024. C'est les entreprises vont nous demander, mais où est-ce que je trouve ça? Il faut qu'on puisse avoir un endroit où on puisse réfléchir, enfin, qu'on puisse avoir de la veille, de la capitalisation, mais aussi où est-ce que je peux me procurer cet aménagement-là. Partager ces informations. Et puis de l'organisation de travail. Il y a des organisations qui peuvent être transposées dans d'autres entreprises. Vous travaillez aussi avec la sécurité routière. Oui, alors depuis 2 ans, on travaille avec la délégation interministérielle de la sécurité routière. Donc on a transformé l'arrêté, mais on va aller aussi sur la formation des inspecteurs. C'est très important que les inspecteurs de la sécurité routière, qui sont un maillon fort dans l'évaluation, puissent avoir connaissance de toutes ces compensations qui existent. Et donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette plateforme élévatrice. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est une plateforme élévatrice qui a été créée par une entreprise qui s'appelle DynAccess et qui est maintenant reprise par le groupe Gaillard. Donc, c'est une plateforme qui se situe derrière le tracteur, qui se déploie à partir d'un smartphone. Donc, le conducteur qui est paraplégique va pouvoir sortir la plateforme derrière le véhicule et se déplier et va le monter jusqu'à ce qu'il puisse faire le transfert pour conduire le véhicule. Valérie, sur ce point, l'AFT a aussi
Aussi une innovation. En tout cas, vous avez en tout cas travaillé sur le sujet. Oui, absolument. Alors, je fais le lien aussi avec le portail prévention des risques routiers, puisque la branche professionnelle nous a confié le développement d'un portail spécifique sur la prévention des risques routiers. Donc, c'est en lien vraiment avec tous ces sujets-là, mais ça, c'était une petite parenthèse. Alors, concernant effectivement l'adaptation des véhicules, l'AFT a une convention de partenariat avec l'Éducation nationale qui est en cours de renouvellement ces jours-ci, et on a eu le cas pratique d'un jeune garçon qui voulait préparer un bac pro. Son rêve, c'était de conduire un camion. Et le sujet pour lui et sa famille, c'était qu'il avait un handicap assez sévère du bras, d'un membre supérieur. Et donc, voilà, tout le monde lui disait, tu pourras jamais être conducteur routier. Donc, pour lui, c'était un vrai drame. Eh bien, son lycée professionnel, le lycée de Roanne, que je salue, a osé dire, bah non, nous, on va t'accompagner. Et donc, a demandé à l'AFT si nous pouvions, dans le cadre de cette convention de partenariat, faire quelque chose. Eh bien, en 2023, on a adapté le porteur pour que ce jeune homme puisse monter dans son camion et apprendre à conduire. Et comme il est en bac pro l'année prochaine, eh bien, on va mettre en place une adaptation spécifique pour le tracteur. Donc voilà. Donc l'AFT s'est vraiment engagé sur ce sujet-là. On a d'autres projets également. Alors bien sûr, on a tous les outils que Émilie va vous présenter. Elle le fera bien mieux que moi. Handy Pro, le quiz, les fiches métiers et plein d'autres. Et puis, je vais faire moi aussi un petit teasing, Pierre-Olivier. Rendez-vous début janvier 2024. On a une grosse action pour lutter justement contre ces difficultés d'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, je pourrais en dire davantage en janvier 2024 parce que vraiment, on a un beau projet et peut-être ce sera l'occasion de refaire encore un live pour le présenter. Voilà. Donc, petit teasing. Joli teasing. N'est-ce pas? Un petit teasing, mais avant d'en savoir plus, on va revenir sur l'existant. Absolument. Émilie, boîte à outils. Tout à fait. Donc l'AFT, pour beaucoup de sujets, est missionné en fait par la branche pour réaliser des outils assez opérationnels. Donc là, dans le cadre de l'EDEC, il nous a été confié cette mission de créer des outils pour les entreprises. Donc des outils qui soient opérationnels et qui permettent vraiment de répondre à des questions que se posent les RH ou les dirigeants au quotidien. L'objectif de ce projet, c'était de créer un guide avec des fiches repères qui permettent finalement qu'on soit dirigeant, référent handicap, RH, de pouvoir gérer différentes situations. Alors ça peut être recruter une personne en situation de handicap, le maintenir en poste, le reclasser, voire même monter un dossier de demande de subvention. Souvent, on a des interlocuteurs qui nous disent on le fait pas tous les jours, donc on a l'impression de devoir à chaque fois reprendre un petit peu la méthodo, par où je prends le sujet, qui j'appelle, qui peut m'aider, qu'est-ce que je fais. Donc les guides repères, c'était de pouvoir vraiment avoir un petit guide comme ça sur les étapes, les partenaires, les aides. On s'est beaucoup appuyé sur des projets pilotes qu'on a menés avec la GFIP aussi, et les entreprises qui ont osé, on va dire, se lancer sur ces PECF et puis ces projets d'intégration. Donc l'idée, c'était bien de partir de cas très concrets. On a décidé aussi de pouvoir élargir ce guide avec des fiches métiers. L'objectif, c'est vraiment de répondre aussi à des questions que se posent les prescripteurs et les partenaires de l'emploi. Parce qu'on a des freins sur l'accessibilité. On se dit, si on n'a pas connaissance de toutes ces solutions de compensation du handicap, on se dit pas que ces métiers sont accessibles. Quand on n'a pas connaissance de cette plateforme, on n'imagine pas qu'une personne en fauteuil roulant puisse conduire. C'est pour ça que ces fiches ont en tout cas pour objectif de donner des exemples de situations de compensation. Chaque situation est particulière, mais au moins on ouvre un petit peu la connaissance sur les solutions. Que ce soit pour les métiers de la conduite, du TRM, du transport de marchandises, du transport de voyageurs, la logistique, le déménageur, le transport sanitaire, et puis aussi tout ce qui est activité tertiaire. Donc on a pour objectif d'ouvrir sur quelles sont les contraintes qu'on peut avoir dans toutes les situations du quotidien, parce qu'il y a des contraintes biomécaniques, et notamment des manutentions manuelles. C'est surtout ça qui revient dans les restrictions médicales, les manutentions manuelles. On a fait un zoom aussi sur des contraintes cognitives. On le sait aujourd'hui, ce sujet lié au stress, si on le vulgarise un peu, commence à prendre de l'essor. Et puis les contraintes sensorielles, auditives ou visuelles, parce que on a des adaptations qui sont possibles et souvent
les salariés n'osent pas les demander parce que pensent que ce sont des handicaps personnels qui n'ont pas lieu d'être évoqués dans le milieu professionnel, et pourtant ça peut affecter leur aptitude et puis leur efficacité aussi, hein, pour réaliser à bien leur mission. Donc ces outils aujourd'hui, ils sont en téléchargement libre. On y retrouve effectivement des solutions individuelles, mais ce qu'on a voulu mettre aussi en évidence dans ces outils, c'est bien qu'il y a dans l'organisation, dans le collectif, déjà des choses qui sont mises en place par les entreprises. Et c'est là où on dit aux entreprises, oui, vous faites déjà des actions sans vous en rendre compte qui rendent votre entreprise, je veux dire, handi-accueillant, hein, c'est un terme qu'on commence à utiliser, mais pour mettre du lien aussi avec nos actions de prévention primaire, hein, qu'on mène avec les CARSAT, c'est bien de questionner qu'est-ce qui fait aujourd'hui au niveau du collectif qu'on intervient pour développer tout ce qui est transpalette électrique, juste pour le citer, hein, mais les transpalettes semi-électriques ou électriques sont aujourd'hui un des axes, selon les médecins santé au travail, forts pour rendre les postes accessibles pour les personnes qui ont des restrictions aux manutentions. Et l'organisation, c'est aussi réfléchir de manière générale à qu'est-ce qui fait risque d'accident dans l'entreprise. On peut avoir, pourquoi pas, des entreprises qui décident, lors de la conception de leur bureau, de faire intervenir des critères d'ergonomie dans le matériel de bureau. Une chaise, une table qui se règle en hauteur, réfléchir au bruit, la lumière, et ça déjà c'est aussi des axes sur lesquels on a des valorisations pour permettre de comprendre les situations handicapantes. Voilà. En fait, tous ces outils-là, ils permettent finalement une espèce de projection, que ce soit pour le salarié, l'entreprise, c'est de se projeter, de se dire que c'est possible. C'est ça, d'ouvrir les champs du possible, de développer un petit peu la culture handicap, de démystifier aussi ce qu'est le handicap dans l'entreprise, parce qu'on a souvent cette notion du handicap visible, mais le handicap invisible, il est assez souvent quand même présent. Les entreprises nous disent, j'ai quand même des arrêts maladie pour des problèmes de dos, pour des problèmes d'épaule. On n'est pas encore dans la situation handicapante, mais on a des symptômes, en tout cas, qui permettent d'anticiper, de se dire, ce salarié-là, je vais peut-être prendre un petit temps d'échange un peu plus approfondi avec lui parce que je sens qu'il commence à avoir des fragilités et il faut pouvoir anticiper et prendre les devants avant que le médecin mette une inaptitude, par exemple. Bien sûr. Et c'est intéressant parce que le constat qu'on fait avec HandiPro, c'est que le manager se sent isolé parfois. Et souvent, dans les situations qu'on a pu voir, c'est un manager qui se retrouve avec un avis avec des restrictions d'aptitude du médecin. Et je commence par quoi ? Donc, HandiPro va pouvoir répondre à ces questions. Qui contacter, à quel moment, et quelles sont les étapes qui sont à faire par la suite. Et pouvoir basculer de mon salarié ne peut pas faire ça à mon salarié peut faire ça avec une solution de compensation. Voilà. Chacun à votre niveau, en fait, sur vos projets, vos initiatives, quel regard vous observez justement de la part... Comment réagissent les entreprises? Comment réagissent les personnes en situation de handicap qui sont accompagnées? Pierre-Olivier, vous parliez du projet Conduit-TH. Comment est-ce qu'elles ont réagi, ces femmes, et surtout les entreprises, comment elles les ont accueillies? Ouais, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on travaille aussi avec les personnes pour présenter leur situation. C'est-à-dire, au lieu de dire « je ne peux pas », dire « je peux jusqu'à ». En fait, c'est exactement la même logique que vous venez d'exprimer. Donc, le travail est mené aussi avec les personnes en situation de handicap quand elles sont demandeuses d'emploi. Pour en revenir aux entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, lorsqu'elles sont rassurées, accompagné, et lorsque le handicap est parlé et qu'il est anticipé dans la mesure du possible, puisque parfois il n'est pas anticipable, tout se passe bien en fait. Vraiment, ce mot handicap ou les situations qui sont rencontrées, effectivement, j'ai un avis d'inaptitude ou un avis d'aptitude avec des restrictions, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas, c'est ça, je le dis pas. En fait, parlons-le tout simplement, le manager de proximité, il a besoin de savoir que son employeur, que sa direction, elle est OK, qu'elle va impulser, qu'elle va soutenir, qu'elle va adapter, qu'elle va ajuster. Et après, il y a des relais opérationnels qui vont venir. Alors, ont été cités la CARSAT, la GFIP, le Cap Emploi, la médecine de prévention. Il y a tout un tas d'acteurs qui peuvent apporter à leur niveau une réponse adaptée à chaque situation. Mais encore faut-il les identifier et puis le parler. C'est vraiment
vraiment le maître mot. Parce que, pour rebondir sur ce qui a été dit, les handicaps, ça se voit pas, ou ça se voit pas souvent. On a parlé de personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant, c'est 2% des personnes qui sont accompagnées. 80% des handicaps sont invisibles. Et si on est sur les grandeurs, 85% des handicaps apparaissent au cours de la vie, et en particulier au cours de la vie professionnelle. Alors évidemment, on ne va pas faire ici de politique, mais le rallongement de la durée de travail, le vieillissement de la population active sont des vrais sujets en termes de prévention et de besoin d'adaptation. Pour en revenir peut-être juste sur les résultats, puisque je vous ai promis quelques données. Oui, vous nous avez fait un teasing. Ouais, j'ai fait un teasing, je vais essayer de l'assumer. Donc, on a aujourd'hui 40% de nos femmes qui sont en cours de formation, ou pour certaines, 3 d'entre elles ont déjà signé un contrat de travail. Donc ça, c'est génial. Je vous promets une clause de revoyure à dans 6 mois, en espérant que ça soit là aussi qu'on ait pu atteindre un niveau encore meilleur. En tout cas, comme disait Confucius, les petits ruisseaux font les grandes rivières, n'est-ce pas? C'est pas ça qu'il disait? Qu'il disait. Donc on espère, parce que l'objectif, ce n'est pas que ce soit un projet qui soit dans le sud-ouest de la France, mais bien qui puisse être essaimable. Et j'encourage tous les partenaires ici, mais également toutes les personnes qui nous regardent, à aller visionner les vidéos inspirantes des femmes dont je me fais le porte-parole ici en toute humilité, mais il y a des témoignages vraiment inspirants, vibrants, de ces femmes qui ont bénéficié de cet accompagnement, qui ont intégré donc les métiers du transport et de la logistique, qui expliquent leur parcours. Ces vidéos, ces témoignages ont été faits non pas pour nous faire plaisir, mais bien pour pouvoir partager que oui, c'est possible, que ça se fait très bien et que ça donne envie. Là aussi, clause de revoyure, on est en phase de filmage, pas comment on dit, on va monter de tournage, merci. On va monter des vidéos aussi d'entreprises, parmi les 13 entreprises qui ont été très actrices au cours de ce parcours. On va les faire témoigner, dire comment ils ont perçu les choses, comment ils ont accompagné les femmes, comment ils ont sensibilisé le collectif, pour que là aussi, on ait des livrables qui ne restent pas dans le sud-ouest de la France, mais qui puissent être vous nous les partagerez. Oui, je les partagerai avec grand plaisir. C'est bien l'objectif de faire évoluer les mentalités de tous pour favoriser, parce que des femmes en situation de handicap, quand on parle de diversité, on a check, hein. On a au moins 2 checks. Laurent, de votre côté, comment vous sentez vos partenaires, les entreprises, les gens que vous accompagnez? Est-ce qu'il y a des évolutions? Alors oui, on va avoir les entreprises demandent à parler entre elles, à échanger entre pairs. Donc c'est pour ça que l'année prochaine, même début d'année, on va créer un réseau social pour les entreprises du transport et de la logistique, qui va permettre de mettre en veille nos actions. Aussi, on va aller sur aider les centres de formation, parce que les centres de formation ont besoin d'avoir des adaptations faites. C'est pour ça qu'avec l'Aftral et l'Opcomobilité, nous allons avoir un camion aménagé, tout aménagé pour éviter que chaque centre de formation s'équipe par rapport à ça. Donc ça, ce sont des innovations qui vont arriver au courant 2024. Ok. Et donc là, on a la réponse à notre deuxième teaser. Le Handi Quiz. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur un retour d'expérience du projet qui est mené et puis nous présenter, parce que Samia a rapporté les cartes. Oui, j'ai rapporté les cartes, le jeu de cartes. Voilà. Alors je vais pas vous faire. On peut, hein, mais. On aurait pu, mais bon, c'est pas l'idée. Mais en fait, je disais, 125 personnes ont été formées chez GXO, en tout cas sensibilisées, ont eu une première sensibilisation au handicap et à la façon dont on pouvait gérer le sujet en interne. Et puis maintenant, il faut piloter et animer ce réseau. Donc l'objectif, ça a été de leur fournir des outils. Donc ça a été un des premiers outils qu'on a construit toutes les deux, le Handi Quiz, avec des questions sur 3 rubriques, 3 rubriques, prendre, accompagner et puis prévenir, avec des questions. Donc ça, c'est vraiment c'est vous qui l'avez créé. C'est ça. Alors c'est vrai que Samia a toujours des idées un peu innovantes. Nous on s'inspire aussi de jeux de cartes qu'on a déjà à l'AFT, donc on a mixé les deux. C'est vrai que on le voit beaucoup lors de la semaine européenne, mais aussi maintenant en dehors. Les entreprises cherchent des outils pour échanger, casser un petit peu les idées reçues, développer la culture handicap avec les équipes, avec les
coéquipier aussi des personnes, et que ce soit sur la partie accompagner, gérer une situation, on retrouve souvent un peu les mêmes questions qui reviennent, et l'idée c'était d'apporter une réponse à ces questions. Donc ça peut être, voilà, on peut en lire une. Bien sûr, je souhaite remplir un dossier RQTH qui peut m'aider. Et donc là, en équipe, on peut jouer et les gens vont répondre. Alors, on a les réponses derrière, du coup, pour le manager ou pour le relais handicap, pour essayer d'animer le sujet et Et quel retour de vos collaborateurs? Comment ça a été perçu? Comment ça a été pris en main? C'est chouette, c'est vraiment des bons moments de partage. En tout cas, là, on l'a utilisé principalement pendant la semaine européenne en novembre. Mais c'est des bons moments de partage, des moments d'échange. Ça permet vraiment de à la fois vulgariser le sujet et de démystifier le sujet. De se dire, mais ok, d'accord, je suis dans une entreprise qui est ok pour parler de ça, et qui est à l'aise sur le sujet. Oui. Et je pense aussi aux salariés qui, dans une certaine mesure, n'osent pas évoquer leurs difficultés. Le fait de pouvoir avoir ces temps d'échange-là, c'est aussi d'envoyer des messages positifs dans l'entreprise en disant, vous savez, aujourd'hui, on a une culture qui est un peu plus inclusive, on commence à parler du handicap, parce que y a eu d'autres sujets avant le handicap, on a eu le sexisme, enfin bref, voilà, il y a eu des sujets importants qui se sont ouverts aussi à la société. Le handicap maintenant est un sujet qui commence à faire parler aussi, parce que on le voit, que ce soit par rapport à des personnes qui peuvent être vieillissantes ou des personnes qui ont des métiers très pénibles, dire je ne me sens plus capable parce que je suis fatiguée, parce que j'ai des douleurs. Il faut vraiment pouvoir amener ces échanges-là avec, en l'occurrence, des relais handicap ou on les entend, on les écoute. Personnes qui soient, en tout cas, identifiées par le salarié comme étant quelqu'un de bienveillant et d'ouvert aussi à la compréhension de ces problèmes-là. Même si le médecin du travail restera toujours aussi un interlocuteur privilégié. Mais Samia, plus globalement chez GXO, est-ce que ça a fait évoluer votre politique RSE au service de l'inclusion? Est-ce que et là on l'a dit, mais ça a fait évoluer aussi la mentalité des collaborateurs? Oui et non. Ok. Non, parce que l'inclusion fait partie de nos valeurs. Cette valeur-là, elle s'appelle Be Inclusive. Donc, effectivement, ça fait des années qu'on travaille sur le sujet. Ça fait des années, par exemple, qu'on a un partenariat avec Logins. Logins, est né de la joint venture entre GXO et Ares. On va travailler à la réinsertion de personnes en situation de handicap qui vont d'abord faire un parcours de 2 ans chez Logins en entrepôt logistique chez nous, et puis qu'on va réinsérer et qu'on va réembaucher ensuite derrière. Donc non pour cette partie-là, parce que ça fait partie de nos valeurs. Mais oui, parce que justement, là, depuis quelques années, mois peut-être, on travaille sur les questions de diversité et d'inclusion. Et dans l'année à venir, en 2024 en tout cas, les sujets d'égalité professionnelle, femmes-hommes, les sujets seniors, juniors, comment est-ce qu'on accompagne tout au long de la vie d'un salarié senior, comment est-ce qu'on... Voilà, ça fait partie des sujets qu'on va traiter, et on va traiter aussi la question du multiculturel. Comment est-ce qu'on inclut davantage les personnes issues, par exemple, des quartiers prioritaires de la ville. Donc ça fait... Le handicap, ça a été un démarrage qui fonctionne très bien. On a travaillé le sujet, on pilote le sujet et on l'anime, avec une politique très dynamique. La GFIP va nous aider à poursuivre ce travail. Et puis oui, parce qu'on élargit quand même le sujet. Bon, ça va, vous m'avez dit non, mais c'est un nom très positif. Mais oui. Et puis, ce que je retiens quand même des échanges, c'est que il faut communiquer, il faut travailler ensemble. On avait du tout le temps, voilà, l'équipe, la collaboration, l'accompagnement. Est-ce que là, tous autour de la table, vous avez l'impression de vous connaître, de savoir avancer ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus encore pour que cette équipe pluridisciplinaire puisse encore évoluer? Écoutez, déjà la diversité des acteurs qui sont autour de la table. C'est on a la branche, une institution, un acteur opérationnel. On a quand même une jolie diversité. Alors on peut toujours gagner, on peut continuer à innover. En fait, les métiers vont continuer à évoluer. Il me semble que il faut que nous, en étayage d'accompagnement, il faut qu'on continue effectivement à suivre aussi.
une attention particulière aux salariés qui sont déjà en poste, la fidélisation, l'amélioration des conditions de travail. Donc, il faut qu'on continue à réinterroger nos pratiques, nos accompagnements et effectivement les liens qu'on peut faire entre partenaires. Il manque peut-être un acteur, vous l'avez dit, la médecine du travail. Qu'on soit sur le moment de l'embauche, de la validation du projet ou dans l'emploi, ils sont là. Donc peut-être poursuivre les efforts et le travail de rapprochement avec les services de prévention et de santé au travail. Mais il y a un écosystème qui fonctionne. Oui. Voilà. Eh bien, on arrive déjà au terme de ce live. Je pense qu'on aurait pu continuer un bon petit moment. Valérie. Oui. Une fois n'est pas coutume. Je vous laisse conclure cet échange. Avant qu'on se dise au revoir. Voilà, c'est presque fini. Donc, effectivement, moi, je voulais déjà remercier toutes les équipes de l'AFT qui, sur le terrain, portent ces sujets-là. L'inclusion, mais beaucoup d'autres, parce que c'est conforme vraiment aux valeurs de l'AFT, qui est une structure engagée, vraiment. Je voudrais remercier également nos partenaires, la GFIP, bien sûr, Laurent, et puis Pierre-Olivier via Cap Emploi, parce que je pense qu'on l'a tous dit, c'est du ensemble qu'on va y arriver. Et il n'y a pas de secret en réalité. Il ne faut pas être dans son couloir de nage. Il faut qu'on soit en collaboration. Nous, les partenaires, je dirais, entre guillemets, institutionnels déjà. Et puis aussi, à l'intérieur des entreprises, les salariés et les employeurs. Pourquoi ? Pierre-Olivier l'a dit, 80% des handicaps sont invisibles. 15% seulement, entre guillemets, des handicaps sont des handicaps de naissance. Ça veut dire qu'on est tous des personnes en situation de handicap, en devenir ou potentiel. Voilà. Donc, il faut quoi ? Il faut dialoguer dans les entreprises. Il faut que les salariés osent dire qu'ils ont un sujet handicap. Il faut que les employeurs de leur côté l'entendent et soient vigilants. Donc là aussi, le dialogue social de proximité, c'est vraiment une clé importante. Et puis on a vu que on a la chance en France d'avoir un écosystème vraiment présent de compétences et qui finalement ne demande qu'à être utilisé par les uns et par les autres. Donc le message de fin pour moi, c'est être à l'écoute, être vigilant et travailler tous ensemble, et on va y arriver parce que je crois qu'effectivement on est sur la bonne voie et on a encore du chemin, mais ça y est, on a entendu. Je pense que là, il y a beaucoup de messages clés qui sont passés. En tout cas, moi, j'étais ravie de me faire le relais de ces messages. Et je vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir pris part à ce live aujourd'hui. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous poser des questions. On y répondra. On vous enverra les liens des vidéos. Toutes les infos, elles seront disponibles via LinkedIn sans aucun souci. Merci. Merci Lorraine. Merci.